avec nos bienfaits de la colonisation, selon Emmanuel Macron, au Cameroun et partout ailleurs en Afrique, au Niger, au Mali, et le fait qu'on n'a pas dit merci à ces braves gens qui ont eu l'amabilité de nous coloniser. Bon, on était en train de parler de l'arnaque des infrastructures, c'est-à-dire l'idée selon laquelle l'Europe aurait construit de belles infrastructures sur notre territoire et que nous n'aurions pas été reconnaissants. Ça là vraiment s'y a balayé ad vitam aeternam de nos mémoires. Donc, nous sommes là jusqu'au matin, jusqu'à la gare. Ok, merci. Donc c'est bien si vous aimez me suivre. N'oubliez pas de vous procurer mon livre, s'il vous plaît, également. C'est bien de suivre, mais il faut agir. C'est une manière aussi pour vous d'agir dans le sens de l'éveil panafricain pour vous-même et pour l'ensemble de la communauté, de participer à ce travail d'éducation en achetant les livres de ceux qui les écrivent, en vous instruisant vous-même en lisant ces livres. Et voilà, de la même manière que on partage cette culture ici totalement bénévolement pendant des heures sur ces plateformes. Donc, je vais revenir dessus à la fin de de cette conférence. Alors, Monsieur Emmanuel Macron, donc, il veut nous mettre dans le piège où, comme après la colonisation, les choses se sont un peu généralisées. Ça devient comme si le projet de la colonisation, c'était de faire des écoles, des routes et des hôpitaux pour tout le monde. Non. Quand on est arrivé au moment des indépendances et que, soi-disant, l'économie est revenue entre les mains des locaux, là, on est devenu dans des nations, au sens européen du terme, des pays, au sens occidental du terme. Il a donc fallu, plus ou moins connecter les régions. Et certains pays, évidemment, se sont mieux débrouillés que d'autres. L'une des raisons, évidemment, je ne dédouane pas les lascars qui sont à la tête de nos pays, parce que l'une des raisons pour lesquelles aussi les choses n'ont pas pu se passer de meilleure manière, c'est parce que il y avait à l'intérieur de nos pays des gens qui, même quand ils auraient eu la possibilité de bien faire et de construire les infrastructures pour nous, ils ont agi de la même manière que les colons auraient agi, c'est-à-dire ils ont privilégié avant tout leurs intérêts personnels. Ils ont gardé l'argent des infrastructures pour leur poche à eux. Ils n'ont des Paul Biya, des gens comme ça. Ils n'ont pas agi dans le sens de l'intérêt collectif et du bien-être de ce peuple-là dont ils prétendaient pourtant qu'ils sont les élus, qu'ils sont les représentants. Alors, nous allons donc voir comment, au moment de la colonisation, le fameux Emmanuel Macron, en tout cas la fameuse France, qui était censé faire notre bien, qui était censé nous apporter la lumière, qui était censé nous apporter quelque chose de... Enfin, voilà. La colonisation, j'ai acheté et lu tes 2 livres, c'est un véritable régal. Je vous les recommande, merci Wilfred. Merci à toi, Mel Bliss. Oui, je me souviens, bien sûr. Tu avais d'ailleurs pris des exemplaires dédicacés. Il faut le leur dire en commentaire. Parce qu'ils vont m'écouter, ils vont estimer que je parle très bien, que c'est une bonne gymnastique de culture, mais après, il faut se procurer les documents écrits. Il faut faire cet effort-là parce que c'est important pour la personne qui a écrit le livre, évidemment, pour la personne qui a aussi acheté le livre. Ceux qui achètent un livre font du bien à 2 personnes, le créateur du livre et eux-mêmes qui sont l'acheteur du livre. Donc, nous allons prendre donc quelques cas en Afrique pour illustrer un peu ce que Emmanuel Macron veut que nous remercions. C'est plutôt l'Afrique qui doit remercier la France et c'est plutôt la France qui doit demander pardon à l'Afrique. Prenez l'exemple de la Guinée-Conakry sous Ahmed Sékou Touré. À la veille des années 60, la Guinée amorce son indépendance. Le général de Gaulle va rendre visite à Sékou Touré en Guinée en se disant que Sékou Touré va, magnifier la Grande France qui a eu l'amabilité d'accorder l'indépendance à la Guinée. Et voilà, la Guinée évidemment ne voudra pas partir parce que c'est quand même la France. On ne rejette pas papa comme ça. Qu'est-ce qui se passe en 58? Monsieur Sékou Touré lit un discours qui va effrayer De Gaulle et surprendre totalement tout le monde. Le même type de discours, sans les mettre évidemment sur le même pied d'égalité, mais la même type de surprise que Jean-Noël Barrot a ressenti quand le gouvernement tchadien lui a indiqué l'information selon laquelle les accords coloniaux sont rompus. Et Monsieur De Gaulle arrive en Guinée-Conakry et Sékou Touré lui dit « Chef,
Nous, on va aller dans l'indépendance pour de vrai. Le franc CFA, ta monnaie coloniale, tes paradigmes coloniaux, on n'en veut pas. On ne veut plus dépendre de la France, on ne veut plus, voilà, être assujetti politiquement, on ne veut plus de l'impérialisme. Soit on va coopérer, soit ce n'est pas possible. Donc voilà. Et avant que tu ne me dises que oui, si je sors du CFA, si je sors du carcan colonial, nous serons pauvres et tout, sache que nous préférons la liberté à la pauvreté. Enfin, la liberté dans la pauvreté, à la richesse dans l'esclavage. C'est la phrase de Sékou Touré, une phrase qui est restée célèbre jusqu'à aujourd'hui et qui a fait énormément de mal à De Gaulle, qui ne comprend pas que quelqu'un comme ça ait ce courage-là et carrément, voilà, lui fasse le hop aïe, comme on dirait au Cameroun que mais. J'étais censé recueillir des louanges d'Ahmed Sékou Touré. Comment ça se fait qu'au lieu de ça, il me fait la leçon? Qu'est-ce que la France a eu comme réaction? Elle a déclenché ce qu'on appelait l'opération Persil. L'opération Persil, c'est-à-dire, elle a jeté des faux billets. Elle a jeté des faux billets sur l'économie guinéenne. Elle a inondé le marché guinéen avec des faux billets pour que la monnaie guinéenne perde en valeur, pour qu'il y ait une inflation en Guinée. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'est l'inflation, je vous l'explique. Lorsque vous êtes dans un pays et par exemple vous produisez une tomate qui coûte 1 euro, si vous avez cultivé une tomate et que vous avez 1 euro entre les mains, bon, la tomate vaudra 1 euro puisque c'est la seule chose qu'il y a à acheter. Mais maintenant, si vous imprimez 2 euros sans produire une tomate supplémentaire, vous n'êtes pas devenu plus riche puisque la seule chose que vous pouvez y acheter avec la tomate, avec les 2 euros, c'est toujours une seule tomate. C'est ça qu'on appelle l'inflation. Et ça fait même que la monnaie perd de sa valeur, la monnaie perd en crédibilité. On constate que la monnaie est fabriquée arbitrairement par tout le monde, et c'est clair que si tout le monde pouvait fabriquer la monnaie, à personne n'allait la prendre. Ce serait trop facile, sinon il suffirait à chacun de fabriquer la monnaie et d'aller, imagine, quelqu'un construit son immeuble, moi j'imprime l'argent, je m'en vais le payer genre en guise de loyer. Et lui, il va se dire que, mais attends, ça n'a pas de sens. Donc, moi, un argent que moi j'ai travaillé dur pour construire mon immeuble, lui, pour venir habiter, lui n'a pas à travailler, il a juste à imprimer, il s'assoit, ce ne serait pas équilibré, ce ne serait pas fair play. C'est pour ça que la fabrication de l'argent est régulée. Banque centrale, banque commerciale, opérateur économique, société. Maintenant, si la monnaie est fabriquée en coulisses, dans une logique de déstabilisation pour faire du mal à quelqu'un, bah voilà. En plus, c'est une technique que les Allemands aussi avaient utilisée en Grande-Bretagne pour, comment dire, empêcher l'économie britannique, pour sinistrer l'économie britannique. La France a pris le même principe, elle s'est trop inspirée des nazis, hein. Elle a pris le même principe utilisé par les nazis contre les Britanniques et a mis cela en Afrique, c'est-à-dire en Guinée qu'on a créé l'économie guinéenne devait s'effondrer. La France a retiré ses outils, ses appareils, son personnel, ses banques. Elle a tout retiré pour donner une leçon à Sékou Touré. Tu n'aurais jamais dû vouloir l'indépendance. Donc aujourd'hui, on nous présente une France qui en tout cas, qui s'est fait y appeler, où les Africains voulaient qu'elle vienne, qu'elle soit là. Mais Emmanuel Macron et ses amis occultent toutes les fois, tous les épisodes où les Africains ont plutôt dit à la France, ça va, je me gère tout seul, va-t'en, va, pars. La France, la plupart du temps, a mal pris le fait qu'on l'expulse. On a d'ailleurs vu comme elle a mal pris le fait qu'on l'expulse au Mali, au Niger, au Burkina récemment. Et on voit comment, depuis que le Tchad a décidé qu'il va rompre les accords coloniaux, on voit la petite gymnastique qui se passe au palais présidentiel tchadien. Ne croyez pas que c'est farfelu ou que c'est un... Il y a des gens qui me disent des trucs du genre que oui, mais est-ce que tu crois à ce coup d'État fait avec des couteaux, des machettes? Ben oui, les machettes et les couteaux passent plus inaperçus que des gros revolvers. Donc c'est plus facile de tuer quelqu'un avec ça. Et oui, Jules César le Grand, Jules César a été assassiné, à coups de couteau, le 15 mars 44 par ses sénateurs. Donc, on peut être assassiné par un couteau. C'est un coup d'État. Le coup d'État vise à renverser et à assassiner le dirigeant pour instaurer un ordre autre que l'ordre établi. Donc, tant que ça aboutit à cette fin-là, ça s'appelle un coup d'État. C'est pas forcément des chars d'assaut avec des militaires. Kadhafi a renversé le roi Idriss avec une petite dizaine de personnes, moins de 20 personnes. Le coup d'État en Libye en 69. Et en plus, c'était un jeune garçon, il avait 27 ans, donc ça ne paraissait même pas crédible. Et sans la moindre goutte de sang. Donc c'est même possible de faire un coup d'État sans tuer quelqu'un. Les gens sont étonnés qu'il y ait un coup d'État sans grands armes et se disent que bon, c'est un complot. Mahamat Déby a dit dans son communiqué, et on n'est pas en train de dire aussi qu'il devient panafricain, il a dit dans son communiqué que on a essayé de me vitrifier. Mais c'est moi qui les ai vitrifiés. Il utilise ce mot-là
comme un clin d'œil à ce que Robert Bourgi évoque dans son livre parlant de Sarkozy, qui menaçait de vitrifier Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise encore comme élément? Vous voyez pas la concordance des événements? Donc c'est tout simplement ça là. Et, et, et comment dire? Et il a donc reçu le même revers sanglant que face à Idriss Déby, Sékou Touré, enfin De Gaulle. Voilà, on lui dit bah non, on ne veut pas. Et on veut pas que tu sois là, on préfère être pauvre mais libre qu'être riche sous ton joug. Et évidemment, il a commencé à lui causer énormément d'ennuis, comme il cause partout, parce que quand on chasse la France, elle ne veut pas partir. Elle a causé des ennuis au Tchad, elle a causé des ennuis au Burkina, au Mali, au Niger, elle a causé des ennuis à la Guinée-Conakry. Bref, elle cause des ennuis partout. C'est d'ailleurs pour ça, pour faire une parenthèse, c'est pour ça que je ne crois pas, et je ne crois pas du tout, quand je dis je ne crois pas, c'est que pas du tout à ce que Diomaye Faye et Ousmane Sonko racontent. J'aimerais bien être surpris. Mais pour l'instant, je ne crois pas du tout à leur politique de retrait des bases militaires. Ce sera un retrait de façade, mais les accords coloniaux, la présence militaire française restera effective au Sénégal. Même s'ils enlèvent 349 militaires sur les 350, ils en garderont un seul. Parce que la France n'a pas envie de partir et elle ne peut pas partir de son plein gré. Elle doit être chassée. Et peut-être Sonko dans une autre vie quand il sera président. Mais à l'heure actuelle, Bassirou Diomaye Faye n'a absolument pas la capacité de chasser il n'a pas la disposition mentale de chasser l'armée coloniale française. Même Sonko, outre les beaux discours, j'attends de voir. Donc, à moins qu'il n'assume son rôle de véritable président du Sénégal, je n'y crois pas du tout. Je dis bien pas du tout. Et j'ai envie de me tromper. Bassirou Diomaye Faye dit dès 2025, bon, les Africains entendent que les militaires, les 350 vont partir en 2025. L'entourloupe consiste à enlever peut-être 50 militaires et il va vous dire que oui, le démantèlement a commencé. La première tranche, c'était en 2025, 50 militaires. On va les démanteler progressivement au cours du mandat. Ça, c'est du blabla. Et c'est le problème qu'on a toujours avec nos amis du Sénégal. Et on voit comment 1000 militaires stationnés au Tchad, on est en train de les chasser en quelques jours. Idriss Déby leur a donné jusqu'au 31 janvier. Donc ils vont partir là, ils sont 1000. Ils ont déjà libéré la base de Faya. On attend maintenant 300. Est-ce que Bassirou Diomaye Faye est en train de nous dire que il a besoin de plusieurs mois pour chasser 350 militaires? Pendant que le Tchad, lui, avec 1000 militaires, réussit à les chasser en quelques jours. Ça fait pas sérieux. Donc, oui, les cadeaux, s'il te plaît. Ah, s'il vous plaît. Bon, bah, ouais, faut leur demander d'encourager nos plateformes. En fait, quand on vous dit d'acheter le livre, quand on vous dit d'acheter les livres, ou de soutenir financièrement, ou d'envoyer les cadeaux, je ne parle pas de moi, je dis les causes de manière générale, il faut le faire, parce que l'argent est le nerf de toute guerre, ne négligez jamais ça. Dites-vous bien que si vous achetez un petit champagne de 15 € chez vous, vous pouvez toujours soutenir un combat, une cagnotte que quelqu'un a lancé quelque chose avec les mêmes 15 €. Ce sera utile. C'est une bonne façon d'utiliser son argent. Évidemment, de temps en temps. Mais voilà. Celui qui pense qu'on va vaincre le combat économique, enfin le combat politique ou géopolitique sans financement, c'est impossible. Parce que ceux que nous combattons ont énormément d'argent qui mettent à contribution. Nous aussi, on a de l'argent, mais pour qu'ils soient mobilisés, il faut qu'on joigne nos forces. Ce qui n'est pas toujours facile parce qu'on est trop habitué à croire qu'il y a un sauveur qui va tout résoudre soi-même. Donc, merci, chers amis qui exhortent les uns et les autres au cadeau. Ça me permet de faire cette parenthèse-là. Je vous parle souvent justement énormément de mon livre parce que le livre n'est pas un appel de fond. Le livre, c'est un document qui est écrit, qui est instructif et qui fait donc que celui qui se le procure est gagnant dans l'affaire, en plus d'apporter une force financière à celui qui écrit le livre. C'est ça le combat africain, c'est comme ça. C'est pas que quand c'est gratuit, on est tous dedans, et quand il faut mettre la main à la pâte, les gens changent subitement de visage. Ça veut dire qu'on n'était soi-même pas sérieux dès le départ. Aucun combat ne se gagne sans argent. Celui qui vous dit ça, c'est faux. Celui qui vous dit non, je combat, je vais y arriver, je ne vous demande pas l'argent, non, il ment. Il faut de l'argent sur tous les combats. Aucun ne se gagne, aucun. Il n'y en a pas un seul, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. C'est le nerf de la guerre. Donc, en Guinée-Conakry, donc voilà ce qui s'est passé. L'hyperinflation créée à travers l'opération Persil. Et Emmanuel Macron estime que la Guinée-Conakry doit dire merci à la France. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est sensé? Est-ce que c'est pertinent ce qu'il raconte? Bien sûr que non. Au Togo, vous avez eu le Togo, par exemple, de Sylvanus Olympio,
qui avait prévu de sortir du CFA et donc d'être indépendant. La France avait sur place son commandant de gendarmerie, monsieur Georges Métrier, qui est donc le metteur en scène de toute la logistique d'assassinat contre Sylvanus Olympio le 13 janvier 63, 2 jours avant l'entrée en circulation de la monnaie CFA. Sylvanus Olympio arrive au pouvoir. Lui, c'est un économiste, il est très fort. Il étudie à la London School of Economics, donc il sait de quoi il parle, il sait comment la monnaie qu'on utilise actuellement ne peut pas permettre au Togo d'évoluer, donc il dit il va mettre une nouvelle monnaie sur pied. Les amis de la France, le sergent Eyadema Étienne, qui deviendra président pendant 150 000 ans, comme il s'appelle, l'adjudant-chef Emmanuel Beaujolais et le commandant de gendarmerie Georges Métrier, bref, il y a un petit gang de malfrats qui va donc, alors que Olympio essaye de s'enfuir et de se réfugier à l'ambassade américaine, qui va se débrouiller à l'assassiner avant qu'il ne soit en sécurité, et c'est comme ça que le Togo se retrouve au point de départ à partir de 63. Il y aura un petit intermède avec Nicolas Grunitzky, le beau-frère de Sylvanus Olympio, mais qui lui ne voit pas les choses comme lui. Et après, c'est Étienne Eyadema Gnassingbé qui va protéger les intérêts de la France pour toutes les décennies, enfin on est en 63, pour les 4 décennies qui vont suivre. C'est-à-dire de 63 à 2005, date de la mort d'Étienne Eyadema Gnassingbé, il s'est écoulé 42 ans. Dites-moi en commentaire si vous avez, s'il vous vient à l'esprit quelqu'un qui a déjà fait 42 ans au pouvoir. J'oublie son nom, mais ça va me revenir. Il y a quand même quelqu'un là il est très connu. C'est aussi quelqu'un comme ça qui aime tuer. C'est un tribaliste. Bref, c'est un assassin, un voleur, un jouisseur compulsif. Donc voilà. Il a aussi déjà fait 42 ans au pouvoir. Son nom m'échappe, mais ça va me revenir. Donc je vais vous dire quand ça me reviendra. Et monsieur Étienne Eyadema Gnassingbé se retrouve donc pendant 42 ans au pouvoir à protéger les acquis de Jacques Chirac. Vous vous souvenez de comment Jacques Chirac dit que une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie provient de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Et l'Afrique donc, attendez, si Chirac le sait, et si Chirac a travaillé depuis près d'un demi-siècle avec Étienne Eyadema Gnassingbé, c'est que Chirac est conscient que Eyadema Gnassingbé l'aidait à sécuriser le pillage des ressources africaines. Et d'ailleurs, Eyadema Gnassingbé ne va jamais remettre le franc CFA en question. Il va jamais demander la sortie du franc CFA. Donc voilà. Voilà ce qui s'est passé au Togo. Et monsieur Emmanuel Macron dit qu'on a oublié de dire merci à la France. Je ne comprends pas. Merci comment? Avec ce qu'ils viennent de nous faire. Monsieur Sylvanus Olympio était celui qui avait co-rédigé le document de l'OUA avec Modibo Keïta. C'est-à-dire, c'était de grands hommes à qui justement la France a créé énormément de problèmes. Modibo Keïta aussi, on s'est arrangé à lui pourrir la vie jusqu'à fomenter un coup d'État contre lui, organisé par Moussa Traoré en 68. Moussa Traoré qui vient de l'école militaire de Fréjus en France, dont on sait d'où il vient, on sait quelle est sa mission, et qui va envoyer Modibo Keïta en prison. Modibo Keïta va mourir en prison le 16 mai 77. Il ne sortira plus jamais de prison de 68 à 77, c'est près de 10 ans. Un grand comme Modibo Keïta, voilà comment on l'a fait mourir dans des circonstances lamentables. Grâce à cette belle France qui nous demande de lui dire merci et qui pense qu'on fait de la francophobie quand on restitue simplement l'histoire, quand on restitue simplement les choses dans leur contexte, quand on restitue les faits comme ils se sont déroulés. Donc, en 2005, à la mort de Étienne Eyadema Gnassingbé, Chirac est là. Il va magnifier Eyadema, il va raconter comment ce fut un grand président, un grand ami. Voilà, en fait, il va pas se cacher, il va venir à Lomé, il va adouber l'un de ses meilleurs amis. Parce que les mallettes d'argent, les ressources minières, naturelles, bref, le Togo et la France, c'était l'amour fou. Et ça, il ne l'a pas caché. Donc, c'est ça là qu'on a eu. Peut-être qu'il a dit merci à Eyadema. Mais en tout cas, c'est pas Eyadema de lui dire merci parce que c'est la France qui a principalement profité de ces pillages-là. Et pour Sankara au Burkina Faso, bon, c'est la France qui nous demande de remercier, c'est la France qui fomente un coup d'État également, avec Blaise Compaoré, un autre pion qui va entretenir pendant plus de 25 ans les intérêts français au Burkina Faso, après y avoir assassiné le grand Thomas Sankara.
Thomas Sankara qui veut qu'on sorte de la dette coloniale, qui dit qu'un pays, un peu comme Jean-Bertrand Aristide quelques décennies plus tard, qui dit qu'un pays qui a été saccagé, vampirisé, sinistré, ne peut pas payer une dette. Ça n'a aucun sens. Le continent africain a souffert, a saigné, et c'est ces gens-là qui nous ont fait souffrir, qui nous demandent maintenant de nous payer une dette. Or, ils nous doivent la vraie dette, la dette du sang. Et la dette du sang, elle n'a pas de prix. Donc, qu'est-ce que la France dit? Comment la France peut dire que nous avons une dette envers elle? C'est insensé. Mais il précise que je ne peux pas aller seul dans cette mouvance parce que je vais me faire assassiner. Et d'ailleurs, si même maintenant vous ne vous rejoignez pas à moi, je vais mourir. Je ne serai pas là à la prochaine conférence. Et il le dit en juillet 87, c'est-à-dire 3 mois avant son assassinat. Il est assassiné le 15 octobre. Il le dit le 28 juillet, dans le cadre du sommet de l'Organisation de l'Union africaine à Addis Abeba. Et sa prophétie se réalise, parce que les Paul Biya, les Yadema et tout ce cartel-là ne s'en foutaient royalement de ce qu'il meurt et ils protégeaient le maître. Donc pareil, même au Sénégal avec Abdou Diouf qui avait remplacé Senghor 7 ans plus tôt, mais ça ne l'intéressait pas trop d'aider justement l'Afrique à avoir... Bref, le Sénégal. Oh là là, je peux pas dire des choses qui vont énerver. Donc, et Blaise Varassé de 87 à 2014, vous avez vu comment la population burkinabé l'a chassé, elle n'attendait que ça, c'est avec grand plaisir qu'elle l'a chassé le 31 octobre 2014. Vous avez vu l'amour que la même jeunesse burkinabé a pour Ibrahim Traoré, en qui on reconnaît Sankara, parce qu'on a beaucoup d'amour pour Sankara au Burkina Faso. Une trentaine d'années après sa mort, sa mémoire reste intacte parce qu'il a fait le bon travail, il a combattu le bon combat. La France a assassiné les leaders africains qui voulaient l'indépendance et a gardé les Valais soumis à sa cause. Et aujourd'hui, on nous demande de dire merci. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Donc, après, maintenant, dans un passé plus récent, vous avez vu le terrorisme au Sahel, Seigneur, le terrorisme au Sahel dont la France nous dit que il faut dire merci parce que elle est venue nous aider à nous débarrasser du terrorisme au Sahel. Le terrorisme vient d'où? L'un des mécanismes des colons dans cet élément qu'on appelle l'opinion forgée et dont je vous parle tout le temps, l'un des mécanismes de la colonisation, c'est de prendre le film en milieu ou vers la fin, en oubliant qu'il y a un début à ce film. Emmanuel Macron vient, il dit que oui, on a bien fait, on a eu raison de venir. Opération Serval, janvier 2013, de venir combattre le terrorisme. Opération Licorne en Côte d'Ivoire depuis 2002, etc., etc. 43e BIMA, Port-Boué, brigade d'infanterie de la marine Abidjan, bref. Mais ce que la France oublie, c'est que nous, on n'a pas oublié d'où ça vient. D'où vient l'instabilité en 2013? D'où vient l'instabilité même dans la zone sahélienne? D'où vient l'instabilité en Afrique? D'où vient ce qu'ils appellent le terrorisme? Mais du saccage qu'ils ont fait en Libye alors que les gens leur disaient de ne pas y aller. C'est-à-dire, la France, avec Bernard Kouchner, a eu la bonne idée de ne pas aller en Libye. C'est très bien. Enfin, de ne pas aller en Irak, par exemple, c'est très bien. En 2003. Mais la France n'a pas eu la même lucidité sur le cas libyen. Bernard Kouchner a grandi et c'est pour ça qu'aujourd'hui, regardez, on pressent même qu'il pourrait devenir à nouveau président de la République française parce que même s'il n'a pas du tout été apprécié pour certaines mesures comme le contrat première embauche de 2006 en France, il y a quand même des mesures internationales qu'il a prises qui font sa grandeur aujourd'hui, à savoir le refus d'accompagner George W. Bush dans sa bêtise en Irak imbibé de mensonges. C'est ce qu'on attendait de la France sur les questions libyennes. Ne pas descendre en Libye, saccager la zone et créer l'insécurité, l'instabilité. Mais évidemment, ils n'ont pas écouté, ils sont allés en Libye. Ils sont allés en Libye et la France était aux avant-postes. Barack Obama, Sarkozy a dit à Barack Obama que j'ai énormément de problèmes là-bas en Libye. Je suis en train de perdre pied là-bas. Kadhafi essaye de m'arracher le précaré africain. Et ça peut tomber dans l'escarcelle des Russes et des Chinois. Et aussi, il y a aussi le truc là sur mes éléments de campagne. Il veut un peu trop parler. Faut qu'on se débarrasse de lui. Faut qu'on l'élimine. Eh oui. Donc, on fomente des rébellions, un peu comme en Ukraine, avec l'aide de la CIA. Et ça, c'est prouvé. C'est plus une vue de l'esprit. On fomente des mouvements de contestation,
qu'on essaie de comparer à ce qui s'est passé en Tunisie avec Ben Ali et Monsieur Mohamed Bouazizi. Ce qui était pourtant vrai. Le petit commerçant Bouazizi de la Tunisie, lui, c'est vraiment quelque chose une étincelle qui a créé le ras-le-bol auprès de la population. Dans le cas de la Libye, c'est pas que Kadhafi est un saint ou qu'il était adulé de tous les Libyens, mais le bilan économique de Kadhafi faisait que il n'y avait pas de raison de se dire que cet homme est contesté au point où les gens veulent le renverser. Non, c'est la coalition otanienne qui, alors même que les populations faisaient un corridor autour de lui pour le protéger, ont quand même bombardé ces populations-là et se sont arrangés à amener sur les lignes de front les gens qui étaient hostiles à Kadhafi et avec qui il y avait eu des arrangements avec la CIA, avec les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne sur l'organisation de la répartition des richesses pétrolières. Donc, on organise donc un coup d'État contre Kadhafi. Et vous avez donc toute cette propagande médiatique avec leurs amis du Qatar, de Al Jazeera, parce que c'est une chaîne très écoutée, la chaîne peut-être la plus écoutée du monde arabe. Donc pour mettre dans la tête des gens de la communauté musulmane que voici ce que Kadhafi fait, il tire sur son peuple, il tire. Et nous tous on voyait ça, on voyait que si après sur le tard qu'on a vu que la quasi-totalité de ces images étaient fausses, quand il prenait pas de vieilles images d'ailleurs, il trafiquait en fait, la CIA, n'oubliez pas ce que ça signifie, Central Intelligence Agency. L'intelligence, c'est-à-dire c'est au propre comme au figuré, c'est de ça qu'il est question. Et donc, on est allé, saccager la Libye. Pendant que les conflits éclatent en Libye pendant 9 mois, on nous dit qu'on a mis une zone tampon. Il y a une résolution qui est votée, donc la résolution 1973. Elle est censée protéger les deux lignes de front, les citoyens, pour qu'ils ne tombent pas, voilà. Mais qu'est-ce que on constate au fil du temps, c'est que au lieu d'être une simple force d'interposition pour protéger les ressortissants européens, pour sécuriser, bref, on se retrouve avec des hélicoptères, des chars, des rafales qui bombardent. Mais le plan n'était pas de bombarder, enfin, ils bombardent, c'est-à-dire on se rend compte que l'objectif c'est de tuer Kadhafi. L'objectif n'a plus rien à voir avec l'objectif initial. L'objectif c'est d'éliminer Muammar Kadhafi. Zouk. Et l'Union africaine n'a rien fait, n'a pas levé le doigt pour le soutenir. L'Union africaine à l'intérieur de laquelle se trouvait Paul Biya. Il y a un certain Kamgeng de Mede qui vous explique depuis des mois sur TikTok, avec un peu d'audience, que c'est Paul Biya était l'ami de Kadhafi et que voilà, donc Paul Biya, pourquoi Paul Biya ne s'est pas indigné du fait que la résolution 1973 n'est pas appliquée alors que la clause de la résolution, c'était le corridor humanitaire, la sécurisation des civils. Bref, à aucun moment il n'était question de bombarder les forces de Kadhafi. À aucun moment. Ça a été totalement décidé de manière unilatérale par la coalition otanienne Obama, Cameron et Nicolas Sarkozy. Donc, c'est la France qui est allée saccager dans la Libye, et ce que vous appelez terrorisme aujourd'hui, c'est la déstabilisation qui a découlé de tout ça là, y compris ce qu'il y a au Mali aujourd'hui. La question qu'on va donc poser sur Emmanuel Macron, c'est est-ce que nous allons te dire merci d'être venu nous aider dans un terrorisme que vous avez créé? C'est terrible. C'est terrible. Imagine, tu es avec ta femme, je m'en vais dire à ta femme, j'annonce à ta femme que tu l'as trompée. C'est faux, évidemment. Vous commencez à vous chamailler. Je reviens, je reviens, je dis, bon, ah non, finalement, tu ne l'as pas trompé, c'était faux, je disais ça pour rire. Bref, vous vous réconciliez et je te dis carrément que tu as oublié de me dire merci. Merci de quoi? D'être venu mettre le feu là où on était de toute façon tranquille. C'est ça que la France veut qu'on fasse. Qu'on lui dise merci oui, c'est la logique même du pompier pyromane. Qu'on lui dise merci dans les zones où elle est venue la semer le chaos. Quand Kadhafi était l'ami de Sarkozy, il dressait sa tente à l'hôtel Marigny, à quelques mètres du palais de l'Élysée. Il se baladait au château de Versailles. On a carrément privatisé Versailles pour Kadhafi, c'est-à-dire c'était un bon président, un exemple à suivre, quand Sarkozy s'est rendu compte, moins de 4 ans plus tard, que finalement ce type, il va m'enlever des mains mon précaré africain, c'est hors de question. Soudain, Kadhafi est redevenu pestiféré. Et les mêmes qui font aujourd'hui la fiesta avec Al-Jolani, le nouveau djihadiste à la tête de la Syrie, là, les mêmes vous ont expliqué qu'ils ont chassé Kadhafi parce que Kadhafi était un terroriste.
Voilà un vrai enfin, Kadhafi, il a eu ces éléments qui ne sont pas du tout louables. Il a eu des choses qu'il a faites qui sont détestables, ça c'est clair. Mais curieusement, ceux qui combattent dans le terrorisme sont très gentils avec Monsieur Al-Jolani, qui est aujourd'hui à la tête de la Syrie et qui a déjà commencé à organiser des décapitations de femmes soupçonnées d'adultère et qui a refusé de serrer la main d'Annalena Baerbock, ministre allemande des Affaires étrangères. C'est très intéressant, c'est très intéressant cette histoire, vraiment intéressant. Donc oui, comme tu le dis Agnès, 2 ans après le passage, c'est en 2010. Après moins de 2 ans après l'attente qu'il adressait à l'hôtel Marigny, il est soudain devenu méchant du jour au lendemain. Incroyable. Pourtant, les terroristes de Syrie, bah, ils sont là, ils sont bien, ils sont des gens qui décapitent des femmes, qui ne serrent même pas la main aux femmes. La troupe de Kadhafi était constituée de femmes, les Amazones. Donc, Kadhafi avait plus de respect pour les femmes que Monsieur Mohamed Al-Jolani, qui est aujourd'hui à la tête de la Syrie, et qui va vous faire voir de toutes les couleurs. Je vous l'annonce déjà, vous allez regretter d'avoir choisi celui-là, de toutes les couleurs. C'est-à-dire le temps qu'il s'installe, vous allez voir son vrai visage bientôt. Donc c'est un autre Bachar al-Assad. Personne n'est meilleur que l'autre, mais je dis pour ceux qui pensent que c'est quelqu'un de bien, limite ils sont même prêts à lui décerner le prix Nobel de la paix, hein, si ça continue. Mais non. Donc tout ça parce que le projet africain de Kadhafi n'a pas plu. Ils nous ont violé la résolution 1973. Ils ont mis des chaînes à contribution, on tire sur son peuple, vous avez vu. Et d'ailleurs, en parlant de cette propagande médiatique-là, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on disait sur Vladimir Poutine? Vous avez regardé LCI, j'espère, BFM TV, France 24. Vous vous souvenez qu'on nous disait que Vladimir Poutine a un cancer, qu'il a un cancer en phase terminale, que ça fait des mois il n'est pas sorti de son palais, il souffre même de démence, que son cancer est en train de finir. On nous disait que les armes russes, franchement, c'est des anciennes armes de l'époque. On avait oublié le Sarmat qu'il vient de déployer là. Le SR Sarmat là, que vous appelez le Satan 2. On avait oublié, enfin, je sais pas, que c'est Poutine qui sécurisait Bachar al-Assad depuis une dizaine d'années et qui faisait que même Obama n'avait pas pu y intervenir. On avait oublié que dans le cadre de la CEDEAO, c'est grâce à l'alliance avec la Russie, entre autres, que les Français n'ont pas pu activer l'armée de la CEDEAO, qui est devenue leur bras armé, pour réinstaller Mohamed Bazoum. Mais il y a la télévision. Mais c'était dingue. Poutine a un cancer très malade, en phase terminale, il va bientôt mourir, les Russes n'ont même pas d'armes, la Russie a déjà perdu la guerre. Des gens s'assoient sur les plateaux télé et disent que la Russie a perdu la guerre, une puissance nucléaire. Quelqu'un qui vient de déployer le Satan 2, c'est pas la Russie ne l'appelle pas Satan 2, hein. Là-bas c'est le SR Sarmat machin chouette là. Mais c'est les Occidentaux qui l'ont baptisé Satan 2. Parce que c'est une arme qui ne rigole pas. Elle peut embarquer 12 têtes nucléaires en une fois. Avec 12 têtes nucléaires, vous caressez Paris, Marseille, Lyon, Reims, Nantes, bref. Voilà, vous faites un bon petit... Donc ça ne rigole pas. Mais vous allez dans les plateaux télé et il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui sont tombés dedans. On nous a vendu le cancer de Poutine, c'était dingue. Poutine a un cancer, c'est en phase terminale, il va bientôt mourir. La Russie a perdu la guerre, elle n'a plus d'armes, elle n'a plus... C'est la même mécanique qu'on avait fait sous Kadhafi. Et sous Kadhafi, on était tous tombés dedans. Heureusement, sous Poutine, on n'est pas tombés dedans. Parce qu'ils avaient aussi menti dans le cas du Covid. Ah, les masques ne servent à rien. Ah, finalement, faut porter les masques. Ah, les vaccins protègent à 100%. Ah non, il faut finalement une dose de rappel. Ah, finalement, le vaccin, s'il n'est pas... Incroyable. Donc, l'opinion forgée, j'ai commencé par ça, on est toujours là-dedans. Donc, c'est ça là qu'on voit sur toute la ligne, l'opinion forgée où des gens décident à votre place de ce que vous devez penser. Et voilà. Donc, c'est ça ce que la coalition de l'OTAN a fait. Au point où les gens se sont interrogés, mais tout ce qu'on disait sur Kadhafi, bah ok, admettons, on a donc dit qu'on va instaurer un corridor pour qu'il ne tire plus sur son peuple. Bon, apparemment, des gens ne voient pas trop le tir sur son peuple là dont on nous parle, mais en plus, on voit comment les gens sont en train de tirer maintenant sur lui. Comment c'est possible? Est-ce que la résolution de l'ONU était dans le but de bombarder Kadhafi? Absolument pas. Et donc, la conséquence de cet imbroglio mesquin, cynique, méchant, cruel, c'est la prolifération des armes sur toute la bande sahélo-saharienne,
qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde en a profité pour créer un peu son mini-royaume. Ah, je suis Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ah, je suis Al-Qaïda dans la cuisine de Mohamed. Ah, je suis Al-Qaïda pour le salut et le combat. Ah, je suis Al-Qaïda pour les fils de Mohamed. Ah, je suis le salut pour l'enfant de Mohamed. Ah, je suis le mouvement pour la barbe de Mohamed. C'est devenu n'importe quoi. Chacun a son petit mouvement, a sa petite république djihadiste qu'il veut créer. Et évidemment, ça fait le bien de ceux qui, à un moment donné, ont même besoin de cette instabilité pour justifier leur présence militaire. Une fois qu'ils viennent, comme ils ont de l'argent, ils ont la capacité de faire des arrangements avec ces mouvements-là pour contrôler les ressources minières de telle ou telle zone. C'est comme ça, là, que la géopolitique s'est déroulée. Et Emmanuel Macron nous dit que nous, on a oublié de lui dire merci. Alors que c'est la coalition otanienne qui a créé la situation que la France prétend aujourd'hui avoir résolue. Encore que, il faut se poser la question si elle a vraiment résolu, si elle est vraiment parvenue à résoudre. Donc, quand on voit sur l'intervention au Mali, par exemple, les Français défendent l'idée selon laquelle ce sont les Maliens qui ont demandé à la France d'intervenir. Donc c'est les Maliens que oui, ce que vous dites c'est bien, mais vous dites que oui, la France se déstabilise, mais je vous rappelle que c'est le Mali qui a demandé à la France d'intervenir. J'espère que vous avez écouté il y a quelque temps, quand il était encore Premier ministre, j'espère que vous l'avez écouté, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui disait que on ne sait pas exactement d'où est partie la fameuse lettre de la demande d'intervention en fait. Parce qu'à l'époque, c'était le président par intérim, Monsieur Dioncounda Traoré, qui venait de remplacer Modibo Keïta. Modibo Keïta qui était parti en 2012, qui avait été d'ailleurs bizarrement renversé alors que son mandat était en train de finir. Dioncounda Traoré a donc pris le pouvoir. En 2012, il est parti. Enfin, Modibo Keïta est parti. Il y a eu un amuseur public, Yaya Sanogo, qui n'a fait que quelques jours. Dioncounda Traoré a pris l'intérim avant que Ibeka ne devienne président. Et c'est à l'époque de Dioncounda Traoré qu'on a donc le fameux lancement de l'opération Serval en janvier 2013. On nous dit que Dioncounda Traoré a demandé l'intervention. Bon, déjà, il y a deux problèmes à apporter à ce niveau. Le premier, c'est que on ne retrouve pas les originaux de la lettre de la demande. Monsieur Choguel Kokala Maïga a précisé qu'on a cherché dans toutes les archives de la présidence, rien. C'est dans les sites des impérialistes, de ceux-là qui disent que le Mali les a appelés. C'est là-dedans qu'on retrouve une copie d'un document dont on sait qu'il n'a pas été rédigé par Dioncounda Traoré, mais dont on nous dit que oui, bon, voici la demande officielle, voici la déclaration où le Mali dit que vous interveniez. Ok, voilà la première nuance dedans, dont on nous rabâche avec ça tout le temps. C'est eux qui nous ont appelés, Deuxième élément, monsieur Dioncounda Traoré, admettons qu'il a donc appelé François Hollande de l'aider. Il a précisé qu'il voulait un soutien logistique, un soutien au moyen de radar, un soutien aérien, mais à aucun moment il ne voulait une base militaire permanente avec des troupes françaises au sol, comme ce que c'est devenu. C'est-à-dire, oui, la lettre est écrite à Paris, ça c'est à 100%, ça, je n'en doute même pas. Elle est écrite à Paris, il n'y a pas à réfléchir dessus. Maintenant, Dioncounda Traoré, lui, supposons même que, bon, parce qu'il a eu connaissance de la lettre et qu'il a pris acte, il a dit, bon, ok, puisque vous insistez, enfin, on veut bien, on ne refuse pas l'aide, mais ce qu'on veut comme aide, parce qu'on a nos militaires, on veut que vous nous informiez à travers les radars un soutien logistique et informationnel, et aussi un soutien matériel, et également un soutien aérien éventuellement. Vous pouvez une ou deux fois peut-être bombarder une ou deux positions djihadistes. Mais Dioncounda Traoré ne leur a pas dit venez vous installer, faites comme chez vous. Non, jamais il n'a dit ça. Donc, la France viole les clauses à deux échelles. Donc, on ne les a pas appelés. Et Jean-Marie Bockel, alors, le même qui a reconnu que la France ne part pas d'Afrique et se redéploie, celui qui a gâté le gombo, cet invité au Mali, tout à fait, cher Raphaël. Jean-Marie Bockel, le même qui nous a annoncé que, en fait, Ouattara et les autres font du blabla parce qu'en fait, la France a prévu de toute façon de remodeler son dispositif. Jean-Marie Bockel a souvent avancé des phrases du type, en Afrique, on peut se faire demander. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc on peut créer les conditions de notre présence. On peut créer l'instabilité qui fait que les gens demandent à ce qu'on vienne les aider. C'est ça la géostratégie. C'est-à-dire c'est le mécanisme de calcul stratégique que certaines puissances font pour ne pas perdre pied.
et pour continuer de piller. Donc voilà, on peut se faire demander signifie, on peut déstabiliser une zone, et comme les gens là n'ont pas de quoi se battre parce que en aval, en amont, nous armons les terroristes, évidemment, ils vont nous demander d'intervenir et on va venir les aider. Et venir les aider signifie s'implanter sur la durée. C'est aussi simple que ça. C'est même pas se casser la tête. C'est même pas se casser la tête, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça le mécanisme. C'est la logique même du pompier pyromane. Et vous savez que Jean-Marie Bockel parle beaucoup. C'est lui qui avait donc justement parlé en disant que nous sommes... enfin, nous allons nous redéployer. Il était déjà en mars 2024. C'était même avant que Diomaye Faye et les autres ne soient élus. C'était... enfin, Diomaye Faye et Ousmane Sonko. C'était, voilà, donc même si le PASTEF avait ça dans son programme, la France aussi, après avoir été chassée de l'AES courant 2023, a compris que ça ne valait plus la peine d'être visible, il fallait mieux rester, mais se cacher, et d'ailleurs mieux rester en se cachant. Donc, et comme il parle beaucoup, bon, il a toujours lâché des trucs comme ça. Donc, on peut se faire demander, on peut se faire, on peut se faire demander. Donc, s'il vous plaît, venez vous aider, venez nous aider, mais c'est nous-mêmes qui avons mis les conditions nécessaires. Donc voilà, parce que la présence terroriste, la présence militaire en tout cas, lapsus révélateur, elle obéit à deux logiques. La première, c'est la conservation des ressources militaires, des ressources minières. Donc on crée dans cette instabilité qui fait que quand on vient, on est là et on contrôle les ressources minières, on reste là et on sait où elles se trouvent, on sait la quantité, on sait... Regardez la première visite d'Emmanuel Macron, c'était à Gao, au nord du Mali, parce que là-bas, il y a enfin, on doit sécuriser l'uranium qui n'est pas loin, on doit sécuriser, voilà, on doit sécuriser des choses très intéressantes. Le Niger n'est pas très loin, on doit sécuriser les puits de pétrole, on doit sécuriser X, Y, Z, on doit sécuriser les positions militaires, les positions stratégiques. Et il était là-bas quelques jours après y avoir été élu, il est allé voir Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, l'autre drôle de président là. Donc, et c'est tout à fait comment dire, un séjour illégal, comme tu dis, rester illégalement, c'était tout à fait ça. Donc, le deuxième mécanisme qui explique la logique de la présence militaire, c'est de contrôler la politique. Oui, exactement, la situation à l'est de la RDC, c'est pile poil ça. Personne ne veut que la guerre cesse au nord Kivu, personne. Personne ne veut que la guerre cesse à l'est de la RDC. Pas du tout. La guerre cesse signifie ceux qui profitent des ressources ne vont plus profiter. On va les remettre aux mains des populations autochtones. On va faire des accords sûrs, purs, clairs. Mais voilà. Sauf qu'il y a plusieurs factions là, armées pour beaucoup de l'extérieur. Il y a la fibre tribale qui est brandie. Il y a l'appât du gain. Bref, il y a melting pot d'intérêts impérialistes et d'intérêts communautaires qui fait que on ne veut pas résoudre la situation. Or, si on examine les circuits d'approvisionnement en armes, si on examine les circuits d'acheminement du minerai, en fait, ils ont tous, c'est des gens qui vont sur la Lune, ils ont des satellites, mais on ne sait pas quand est-ce que le coltan est épuisé pour aller au Japon, aux États-Unis, en Chine, au Canada, on ne sait pas qui est dans ces mines-là on ne sait pas qui en profite. En fait, tout est flou. Or, il y a le matériel pour contrôler tout ça. Il y a tout type de drones, tout type d'appareils de surveillance. Est-ce qu'on peut se cacher sur Terre? C'est pas possible. Tu te caches où? Chaque millimètre de la surface terrestre est quadrillé. C'est n'importe quel endroit sur Terre, on connaît tes coordonnées, on peut te cibler, on peut te retrouver. C'est même si tu te caches sous terre, il y a la lumière infrarouge. Quand on veut débusquer quelqu'un, on le débusque. Donc là, c'est la simple volonté de ne pas résoudre le problème parce qu'en fait, on veut rester là éternellement. Donc, tout simplement. Et voilà. C'est ça la deuxième logique de l'installation des bases militaires. Contrôler le pouvoir politique sur place, c'est-à-dire, comment dire, une fois qu'on est là, on peut décider de faire et de défaire les politiques. Tel président ne nous plaît pas, on organise un petit coup d'État pour s'occuper de lui. C'est ce qui s'est passé, l'opération Caban, qui a renversé Jean Bédel Bokassa en 79, par exemple. Toutes les opérations contre François Tombalbaye au Tchad, contre l'UPC au Cameroun, contre Eyadema Singbe, contre, en fait, c'est toujours des opérations militaires. Donc ça, c'est la deuxième logique qui sous-tend la présence militaire de ces gens-là dans nos pays. Donc voilà. Et c'est, comment dire,
Alors, le live prend fin dans 54 secondes. Bah, pourquoi? Ah, attendez, petit réglage à faire. Ah, il faut juste superposer deux petites icônes. Première fois, je me suis fait piéger. Maintenant, c'est réglé. Ok. C'est super. Le live pourra continuer. On va s'arrêter certainement à 3 heures du matin, donc dans à peu près 1 heure. Je suis à l'habitude de faire 4 heures de conférence, dont j'ai commencé il y a 23 heures. Bon, c'était 22 heures cette fois-ci. C'était quand même un peu long, hein. Comme l'introduction a quand même duré 30 minutes, on peut dire que j'ai commencé il y a 30. Comme j'ai laissé passer la chanson au milieu pendant 7 minutes, on peut dire que j'ai commencé à 37. Donc, ça aura fait 3 heures et 23 minutes. Donc voilà. J'espère en tout cas que ceux qui sont avec moi jusqu'ici ne s'ennuient pas et que c'est toujours intéressant comme au début. Donc, ce qui distingue maintenant la CDI, les troupes françaises de par exemple la Russie, c'est que vous les chassez parce que ce que le comment dire, ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils voulaient faire, ce que je viens de décrire, c'est ce qu'ils avaient envie de faire avec la CEDEAO pour réinstaller Mohamed Bazoum. Ensuite, ça aurait pu créer, soit on réinstallait Mohamed Bazoum dont une marionnette qui allait demander à la France de revenir, et la France serait revenue, soit ça créait une instabilité parce que tout le monde allait être en guerre, y compris Sénégal, Côte d'Ivoire, et ça allait justifier de plus belle leur renforcement, la présence de ces gens-là. Je vous rappelle que lors de l'affaire Laurent Gbagbo, la force Licorne avait gonflé et elle avait 1600 militaires qui étaient positionnés à Abidjan, un contingent incroyable, donc vous imaginez. Et ce qui s'est passé, ce qui a failli se passer avec la CEDEAO, c'est ce que je décris ici. La seule raison pour laquelle ça ne s'est pas passé, évidemment, c'est parce que il y a eu ce plan trilatéral de défense entre les trois pays. Il y a l'alliance avec la Russie. D'ailleurs, ce qui distingue la Russie, donc, je voulais dire, avec ces pays, parce que vous avez l'habitude de nous dire que oui, mais vous quittez un maître pour un autre. Dites-moi, à quel moment vous avez vu Vladimir Poutine s'exprimer sur les alternances politiques dans vos pays? À quel moment vous l'avez vu dire que il faut instaurer la démocratie, il faut que tel président, quand vous parlez de maître, vous faites un mélange de genres et vous comparez deux choses qui sont absolument incomparables. La Russie ne choisit pas. C'est-à-dire, la Russie ne choisit pas vos dirigeants, elle s'en fout. Si tu es là et tu veux travailler, si tu es là et tu veux travailler avec la Russie, que tu sois démocrate, que tu sois du PASTEF, du je ne sais quoi, là-bas, on s'en fout, tu vas travailler avec les pouvoirs en place. Si tu es, peu importe, Mamadou Issoufou, Mohamed Bazoum, Abdourahmane Chani, la Russie veut travailler. Maintenant, c'est plus facile avec Mohamed Bazoum parce que la vision du monde est la même, la multipolarité et le refus du dogme américain qui est la plupart du temps faux. Donc, c'est ça là. Mais sinon, la Russie, c'est pas un maître, pas du tout. On ne change pas un maître pour un autre. Est-ce que Poutine est venu vous dire que les élections doivent se tenir à la fin de l'année? Est-ce qu'il gère cela? Il vient, vous avez demandé qu'il soit là pour qu'il vous aide à combattre les terroristes, et donc il vous dit, moi, je vous aide, et aussi, enfin, en contrepartie, je veux coopérer économiquement avec vous. Vous avez des ressources qui m'intéressent, vous avez, voilà. Donc, alors pourquoi la France veut maintenir la base à Djibouti? Parce que la moitié du commerce mondial passe par le détroit de Bab el-Mandeb, qui relie la mer Rouge à l'océan Indien, ou au golfe d'Aden, si tu veux. Donc, forcément, tout le monde est là-bas. Les États-Unis sont là-bas. Ils sont près de 4000 militaires. Les Chinois sont là-bas. Ils sont près de 10 000. Ils peuvent accueillir 10 000 militaires. Les Italiens sont là-bas. Tout le monde est là-bas. C'est une base très stratégique. Toutes les marchandises qui viennent de Chine par bateau passent par là parce que c'est une voie maritime très rapide. On a creusé le canal de Suez, qui permet donc on peut traverser de la Méditerranée à la mer Rouge sans problème. Or, à l'époque, jusqu'à la fin des années 1800, on devait contourner l'Afrique. Et c'est d'ailleurs une idée d'un Français, Ferdinand de Lesseps, vers le milieu du 19e siècle. L'idée de créer de creuser un canal, ces histoires de canaux, bref, la France est très impliquée dedans. Donc, après, je sais pas s'il était dans le canal de Panama ou le canal de Suez, mais en tout cas, la France, bref, c'est une idée des grandes puissances de créer des canaux là-bas. Dans l'isthme de Suez, la bande de terre qui sépare l'Afrique de l'Égypte a été cassée ou coupée pour que les deux mers communiquent, la Méditerranée et la mer Rouge, à travers un système d'écluses qui permet aux bateaux de passer. Et comme il y a
pour le plus grand bonheur de ces gens, une continuité de mer entre la mer Rouge et l'océan Indien, c'est-à-dire ce n'est pas fermé par un isthme, on a plutôt un petit détroit, le détroit de Bab el-Mandeb à Djibouti, ça veut dire en français la porte des lamentations. Et toutes les bases militaires sont là-bas. Il y a la base militaire américaine, italienne, française, chinoise, blablabla, blablabla. Et tous ces braves gens ne payent que 150 millions de dollars à monsieur Ismail Omar Guelleh, le président de Djibouti. Ce qui est en fait ridicule pour les revenus que ça leur apporte. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Mais la France ne peut pas partir de là parce que déjà les autres ne partent pas de là. Et parce qu'au moins là-bas, elle ne se cache pas. Elle n'a pas à se cacher. Elle dit... je suis là parce que pour sécuriser contre les pirates. Pour Djibouti n'a que 900 000 habitants, c'est-à-dire c'est un quartier de Douala en termes de population. Donc c'est plus compliqué pour les Djiboutiens de dire à la France il y a tout ce beau monde de partir. Au contraire, ils reçoivent l'argent du loyer des bases militaires, mais non seulement l'argent du loyer n'est pas à la hauteur de ce que ces gens-là gagnent en termes de trafic maritime, mais surtout, bon, monsieur Guelleh distribue cet argent entre lui et son petit clan pendant que le peuple de Djibouti a besoin davantage d'infrastructures, de meilleures conditions de vie. Bref, l'éternel problème des petits satrapes qu'on a en Afrique, ça et là, ils ne dérogent pas à la règle. J'espère que j'ai répondu de manière claire à la question, et j'espère aussi que ceux qui voulaient en savoir plus sur la problématique de Djibouti ont été un peu plus édifiés. Donc voilà, dis-moi si ça a été clair, si ça a été correct, et on avance. Donc, je disais donc que la différence entre la Russie et ces gens, c'est que la Russie, elle, si vous les chassez, ils vont partir. Le système politique sur votre territoire, ils s'en foutent. Et en plus, la Russie, elle n'a colonisé, mais personne. Vous dites un maître pour la Russie vous a colonisé. Est-ce que vous parlez le russe? Est-ce que la Russie a dit, vous devez planter le drapeau allemand ou français ou russe sur le plateau de Jos? Est-ce que la Russie a dit que vous n'avez pas d'âme? Non, la Russie coopère géopolitiquement. C'est-à-dire, voilà, je ne dis pas que les Russes sont plus gentils que les Français, je ne dis pas que si tu vis en Russie, il y aura moins de racisme qu'en France ou en Allemagne ou non. Mais je dis la Russie politique, parce que là on parle simplement de la politique. Pour ceux qui peut-être l'ont oublié, la France politique, j'ai qu'un mot, tu dis quoi toi? Va te coucher, dis donc. La France politique, justement, comment dire, pour ceux qui tomberaient dans l'erreur de penser que nous parlons ici des peuples ou je ne sais quoi donc, la France politique à contre. Tu es mitigé, mon frère. Tais-toi, oh, va te... Dis donc. Et donc, ils n'ont rien à dire. Tu es mitigé, c'est quoi comme argument? Si tu ne peux pas argumenter, écris quelque chose qui a un sens. On va d'abord le réduire au silence. Voilà. Maintenant, on va te coucher. Ou continue de suivre le live, tapote et envoie les cadeaux. Ici, on fait un travail sérieux qui est très précieux même pour vos enfants. Donc, et tu es très mitigé, mon frère. Mitigé sur quoi? Sur quelle opinion? Sur quelle, je sais pas. Sur quelle mitigé? Mitigé, c'est quand on te demande un avis et tu dis oui, non. Moi, je suis clair depuis que je parle. Ça fait 3h30 que je parle et tout est clair dans ce que je dis. C'est-à-dire, les nuances que j'apporte sont claires, les avis que j'apporte sont clairs. Tout est clair dans tout ce que je dis. Donc, non seulement la Russie, elle part et ne choisit pas la politique, mais elle ne nous a pas colonisés, donc ce n'est pas la même chose. Et encore, on ne vous interdit pas de coopérer. On dit ce que, mais quel type de coopération vous allez y avoir? Avoir un mari, bah, c'est pas juste avoir un mari. Tu peux avoir un mari, mais c'est un mari qui te contrôle, qui est violent. Tu peux avoir un autre mari, tu peux divorcer de lui et le mari que tu as, c'est quelqu'un qui te respecte, qui t'aime et tout. C'est un peu pareil, c'est comme une scène de ménage entre deux partenaires. Tu as un partenaire qui te méprise, qui décide de quand est-ce que tu manges, de ce que tu manges, de quand est-ce que tu dors, qui décide de tout en fait, qui fait la pluie et le beau temps de ta vie. Et à côté, tu as un autre partenaire qui, bah, lui, respecte tes choix, tes idéaux, tes projets, qui ne s'immisce pas, qui te laisse ta liberté. Et c'est tout ce qu'on te demande. Donc personne n'a chassé un maître pour un autre. C'est très faux. C'est très faux. Regardez ce qui fait que la France perd pied en Afrique. C'est les paroles d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez entendu Vladimir Poutine dire que le Mali a oublié de dire merci à la Russie pour... Le Mali coopère avec la Russie sur des bases claires et les Maliens sont... C'est-à-dire tout le monde est reconnaissant l'un envers l'autre parce que le Mali donne de quoi... ce que la Russie veut, le Mali lui donne sur le plan du commerce, du business, de l'exploitation des ressources. Ils coopèrent ensemble. Poutine est content, Assimi Goïta est content, et on avance, gagnant-gagnant, c'est ça là.
Parce que quand tu dis merci, c'est comme si tu venais pour une faveur. Est-ce que la France est venue faire une faveur au Mali pour recevoir merci? Tu es venu, tu as rempli une mission. On a estimé à un moment donné que ta mission devenait biaisée. On t'a dit, pardon, le père, va-t'en. Toi, tu dis qu'on oublie de te dire merci. Non, on n'a pas oublié de te dire merci. On a pris acte d'une réalité qui est ton inutilité. Tu es juste là pour tes paradigmes personnels, mais sinon, dans les faits, c'était totalement inutile. Donc voilà. Et de toute façon, comparer, donc, si on doit aller là-bas, comparer un peu les résultats. Les résultats de la coopération avec la Russie. Comparez vous-même, comparez vous-même. Pendant 10 ans, depuis le lancement de l'opération Serval, jusqu'en 2020, quoi là, 23, date de la coopération russo-malienne, dans sa configuration actuelle, on va dire, la France n'avait pas réussi à sécuriser la zone. On nous expliquait que les terroristes sont trop forts, qu'ils sont invincibles, que voilà, vraiment, le Mali ne peut pas. La France est partie. Kidal qui avait été prise, qui était contrôlé, le Nord Mali qui était contrôlé dans de grandes largeurs par les djihadistes. Je vous laisse prendre acte vous-même de ce qui leur est arrivé. Ils sont partis. C'est-à-dire, ils sont partis. Comment dire, le pouvoir malien a récupéré le pouvoir. Permettez-moi la tautologie, le pouvoir malien a récupéré, justement, Kidal en septembre 2023, lors d'une bataille où en quelques jours, voilà, l'armée a réussi à récupérer ce qui semblait impossible. Où la France nous disait que non, c'est impossible, il faudra du temps, il faudra des années, il faudrait machin, il faudra. Mais voilà, c'est-à-dire, c'est ça, là, le pragmatisme qui fait que les gens se disent que la coopération avec ceci a produit de bons résultats, donc on coopère avec eux, c'est du pragmatisme. Imagine que tu es avec une femme qui te donne les way. Enfin, une femme qui ne te donne pas les way, et finalement tu rencontres une femme qui te donne les way, tu vas rester avec laquelle? Il y a une qui te fait le barat, comme on dit au Cameroun, une femme qui ferme la serrure à double tour, sans raison, par caprice, et tu es là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans avec elle, tu te dis, mais hey, je suis pas en fer, moi, princesse. Maintenant, il y a une autre femme qui te livre la marchandise en règle tous les jours, avec grand plaisir, et qui adore ça. Finalement, tout le monde est content, les deux parties sont heureuses. Oui, Blum, tu adores les choses comme ça. Il dit, effectivement, oui, ça te ressemble, c'est comme ça que vous êtes. Donc, c'est exactement la même chose avec nos chers amis de la Russie. Donc, forcément, le Mali va privilégier la coopération russo-malienne. Donc, c'est tout simplement ça. Une simple question de pragmatisme. Donc, voilà. Ça fait donc que Emmanuel Macron, il faut aller lui dire que nous ne comprenons pas trop le mécanisme de remerciement qu'il nous a demandé. On ne comprend pas trop. La bataille de Bir Hakeim, dont j'ai parlé du 26 mai au 11 juin 1942, c'est nous qui avons aidé la France à vaincre l'occupant allemand. Le débarquement en Provence, la bataille de Marseille, de Toulon, c'est nous qui avons aidé. L'appel du 18 juin, c'est nous qui y avons répondu. Si on n'était pas là avec les Américains, il n'y aurait pas de France. C'est même pas peut-être. La France serait hitlérienne. Donc il a fallu qu'on soit là. Voilà, comme Sarkozy, je vous ai mimé la chanson. Si les Américains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie. Mais en fait, si les Africains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie. Parce que il y avait une France résignée, une France collaborationniste, la France de Pétain. Bonsoir, bien le bonsoir Wilfried, merci pour vos partages constants, riches en savoir et en information. Merci à toi. Et j'espère donc que vous allez acheter mon livre à la fin de cette émission. Parce que ne faites pas comme Bassio du Maïfei Ousmane Sonko. Les merci vocaux, c'est du blabla. Faut acheter le livre de la personne que vous aimez écouter parce qu'il y a les mêmes leçons là-bas que vous allez également donner à vos enfants. Et voilà, faut donner de la force, de la chaleur et de la force matérielle à ceux qui font volontairement, agréablement, amoureusement pour le continent un travail d'émancipation panafricain. Ne faites pas comme Diomaye Faye qui dit les bases vont partir dès 2025 alors qu'on sait bien qu'il ne fait que parler et que la France va rester là. Donc voilà. Ils sont disponibles sur Amazon, ils coûtent 20 €, donc tu peux les acheter même maintenant. Tu dois t'impliquer le village Zining, les 2 livres, Wilfried et Kanga, tu dois t'impliquer le 1, le village Zining le 2, ou si pour te faciliter la tâche tu veux des exemplaires dédicacés, écris-moi simplement par message
et dis-moi que tu veux les 2 livres, ou le livre, bref, celui que tu désires. Voilà, c'est plus pertinent comme, comment dire, motivation que la simple parole. Donc, et nous, les Africains, on devra franchir ce palier-là de la motivation, enfin, comment dire, de l'accompagnement matériel au-delà de l'accompagnement verbal, exactement comme les bases militaires qu'on doit chasser dans les faits et non pas seulement dans les mots. Donc, cette France-là dont était collaborationniste sous Pétain, elle était résignée, et la veille de l'appel du 18 juin, ça vraiment retenait le monsieur, comment il s'appelle? Monsieur, moi je veux les 2 livres. Bon, tu m'écris alors dans la messagerie, chef, je te répondrai. Tu m'écris dans la messagerie et tu verras, tu sauras comment obtenir les 2 livres. Donc, canon, bref. Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais que quand on va, il faut retenir le fait que le 18 juin 1940 n'est pas le début de l'histoire. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est ce qui se passe la veille, le 17 juin 1940. Monsieur Pétain, maréchal Philippe Pétain, comment dire, le dirigeant de la France, dit à Hitler que tu as gagné. Il leur a marché sur Paris en juin 40 justement. Et l'Allemagne a envahi en fait la France, c'est-à-dire envahi, mais totalement. Donc, Pétain, résigné, vaincu, conquis, adresse un message radio à la France, aux Français, aux troupes françaises de jeter les armes. Ce que De Gaulle ne peut pas accepter, mais De Gaulle n'a pas les moyens de résister, donc il appelle à l'aide. Et les Africains, nos ancêtres, nos grands-parents, viennent l'aider. Donc Emmanuel Macron, la France, a oublié de dire merci à l'Afrique. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais parler un peu de la guerre d'Algérie. Bon, on va pas finir sans parler justement de la guerre d'Algérie, justement. La guerre d'Algérie, elle commence en novembre 1954.